Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Je suis très heureuse de vous retrouver chaque dimanche à midi dans une nouvelle émission, La vie en mieux. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler ? Eh bien, nous allons parler de ces arnaques à la carte bleue, car la France est en tête des piratages en Europe. Alors on va vous donner des petits moyens d'y échapper. Si je vous dis le matcha, les champignons adaptogènes, vous savez, ces super aliments, est-ce que vous savez ce que c'est ? Ils vous promettent une rentrée en pleine forme. Eh bien, on va vous dire comment les prendre et surtout pourquoi ils sont si efficaces. Et enfin, nous parlerons de l'alcool chez les jeunes. Comment éviter les soirées du week-end trop alcoolisées ? Quel discours adopter avec son ado ? Et surtout, dans La vie en mieux, on va essayer de vous faciliter la vie. C'est tout de suite, c'est dans La vie en mieux sur Sud Radio. Sud Radio, la vie en mieux. Les fraudes à la carte bancaire. La France est à la première place des pays européens. En 2023, plus de 3 millions de cas ont été enregistrés, 3 fois plus qu'en Espagne. Force est de constater que depuis 2020, depuis le Covid, les transactions se font même pour de très faibles montants en carte bleue. C'est incontestablement le premier mode de paiement. Ce geste est devenu tellement spontané qu'il nous rend vulnérables. Et c'est vrai que parfois, on manque de vigilance. Bonjour Jérôme Billois. Bonjour. Alors Jérôme, vous êtes associé au cabinet Webstone sur la cybersécurité et la confiance numérique. Et je souhaiterais, avant de commencer, vous faire écouter le témoignage de Stéphanie qui nous a fait part de ce qui lui est arrivé malheureusement cet été. Écoutez. Bonjour, je vous explique un peu. Cet été, il y a quelqu'un qui s'est rapproché de moi en se faisant passer pour une personne de mon fournisseur d'énergie, justement, et en me disant que je n'avais pas, j'avais omis de payer ma facture d'électricité. D'accord. Et du coup, il s'est rapproché de moi et il m'a dit qu'il fallait absolument la régler par le biais de, directement par le biais de ma carte bleue. Du coup, je lui ai remis les numéros de ma carte bleue spontanément, sans me poser de questions, en pensant que c'était une personne de mon fournisseur d'énergie. Je me suis pas posé de questions. Et à aucun moment vous vous êtes dit c'est pas normal qu'on me demande mon numéro de carte bleue ? Qu'est-ce qui vous a fait peur en fait ? Moi je me suis dit on va me couper l'électricité, c'est pas normal, il y a un petit problème peut-être au niveau de ma facture, peut-être qu'au niveau du compte c'est pas passé. Et comme je suis dans une banque en ligne, malheureusement j'avais pas d'interlocuteur pour savoir si effectivement cela était vrai ou pas. Alors, Jérôme Billois, c'est typique. Le problème, il est quand même très classique, là. La peur de la coupure d'électricité, l'interlocuteur qui a le numéro de contrat. Comment ces gens-là ont toutes nos informations ? Contrat, numéro de compte. Comment c'est possible, ça ? C'est sûr que les cybercriminels aujourd'hui sont très affûtés. Ils jouent toujours sur des scénarios avec de la peur, là on le voit bien, la peur de la coupure d'électricité, et des scénarios de plus en plus crédibles. Alors comment ils obtiennent les informations qui nous permettent d'ajouter cette crédibilité ? En fait, ça peut être d'autres messages frauduleux auxquels la personne concernée a peut-être répondu il y a quelques semaines, voire quelques mois, parce que les cybercriminels savent prendre leur temps aussi, ou ça peut être des fuites de données qui ont lieu, malheureusement on en voit très souvent dans l'actualité. Peut-être que son fournisseur d'énergie à un moment a eu un souci et qu'un certain nombre de numéros de contrat ont fuité sur Internet et les cybercriminels ensuite les réutilisent pour faire des scénarios de fraude avancés. Alors, moi j'aimerais qu'on rappelle les principaux moyens utilisés par les fraudeurs pour nous voler nos informations, le phishing, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà, le plus courant, c'est effectivement le phishing, donc les faux emails, les emails frauduleux. On a le smishing aussi, qui est exactement la même chose, mais par les SMS, par tous les messages qu'on reçoit. Alors, pas donc que là, des SMS, il ne faut pas appuyer sur le lien, on est d'accord ? Voilà, il ne faut surtout pas appuyer sur le lien. Je tiens à dire aussi que les messages arrivent de plus en plus par WhatsApp, par e-message, par toutes les messageries instantanées. Les cybercriminels savent aussi aller sur ces canaux-là. Donc voilà, dès qu'on a une demande qui arrive avec un sentiment d'urgence et qui demande rapidement de faire quelque chose, là, attention, il faut que l'alarme dans votre tête s'allume et il faut, au lieu de répondre à cette demande, si vous avez un doute, alors il faut contacter votre fournisseur d'électricité ou la CAF ou tous les organismes qui se font régulièrement usurper directement avec le numéro de téléphone que vous aviez avant, voilà, ou en allant sur leur site web. Mais pas répondre spontanément. Exactement. Alors, moi, je vais vous raconter un truc qui m'est arrivé cet été. J'ai voulu louer une voiture, j'étais à l'étranger. La personne qui est venue
pour me faire mon contrat de location, à noter sur un bout de papier tous les numéros de ma carte bleue, le cryptogramme, la date d'expiration, tout ça sur un bout de papier. Alors, moi évidemment, j'ai refusé, donc ça a été un vrai micmac. Est-ce qu'on a le droit de refuser ? Alors, c'est vrai qu'à l'étranger, en France, cette pratique a quasiment disparu. À l'étranger, malheureusement, ces pratiques peuvent encore exister et effectivement mettent à risque les numéros de carte et votre compte derrière. Donc oui, le mieux, c'est de refuser, c'est de demander un moyen de paiement alternatif. Après, si on est vraiment, vraiment coincé et qu'on a un doute très fort, il faut contacter sa banque immédiatement en disant que vous avez été, entre guillemets, forcé d'être dans ce schéma-là et demander soit un changement de carte, soit une attention particulière en vérifiant les comptes très régulièrement pour voir s'il y a des opérations frauduleuses qui arrivent. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner une petite liste, quelles sont vraiment les situations dans lesquelles il ne faut jamais rentrer? Qu'est-ce qu'il ne faut jamais faire quand on paie avec sa carte bleue? Alors, il y a vraiment deux situations de risque complètement différentes. Il y en a une dans le monde réel et une dans le monde numérique. Dans le monde réel, on a vu là récemment, l'année dernière, d'ailleurs une partie des criminels ont été arrêtés, des gens qui ont réussi à mettre des faux claviers sur les terminaux de paiement qu'on utilise habituellement. Et des gens se sont fait avoir parce qu'ils étaient typiquement dans un parking, ils mettaient leur ticket de parking, ils tapent leur code de carte bleue, et en fait, ils ne le tapaient pas sur le bon clavier. C'était un faux clavier et le code est parti vers les complices des malfaiteurs qui étaient un distributeur de billets et qui ont réussi à réutiliser le code à ce moment-là. Donc dans le monde réel, quand on utilise sa carte, il faut vraiment faire attention au terminal dans lequel on la met. Il faut essayer par exemple de le secouer un peu, de le bouger un peu, parce que souvent c'est des installations un peu artisanales. Dans le monde numérique, là, le plus important, parce qu'il y a eu des protections qui ont été ajoutées, c'est d'être extrêmement attentif à ce qu'on vous demande dans l'application de votre banque. Parce que maintenant, la plupart des fois, on va payer avec sa carte bleue en ligne, on va avoir une notification dans l'application de sa banque qui va demander de valider la transaction. Et les cybercriminels, aujourd'hui, ils jouent vraiment là-dessus. Ils essayent de vous faire croire qu'ils sont en train d'arrêter une fraude, qu'ils sont en train de faire quelque chose de positif, mais en fait non, quand ils vous demandent de taper le code dans l'application, ils vous détroussent de l'argent. Donc il faut être extrêmement attentif à ce moment-là et ne pas taper ce fameux code sans être vraiment sûr. Bon, merci beaucoup Jérôme Billois et vraiment pour tous ceux qui veulent en savoir plus, vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages dont Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale chez Hachette, un ouvrage, franchement je vous le recommande, passionnant, rempli d'exemples concrets. Merci pour cet éclairage. Merci à vous, bonne journée. Bonne journée, bon appétit si vous êtes à table et merci de nous accompagner sur Sud Radio. La vie en mieux, votre nouveau rendez-vous chaque dimanche à midi revient dans quelques minutes. Nous parlerons des super aliments. Alors, qu'est-ce que c'est ? Vous allez voir, on en a choisi 2 pour que vous soyez en pleine forme toute l'année. Et puis nous parlerons de l'alcool chez les ados, comment empêcher ce fléau. Restez avec nous, plein de conseils à suivre. Sud Radio, la vie en mieux, Catherine Bully. Et merci d'être avec nous. La vie en mieux, votre rendez-vous chaque dimanche sur Sud Radio. Un rendez-vous pour vous apporter des conseils, des solutions. C'est vrai que dans la vie, de temps en temps, on traverse des situations qui sont difficiles à gérer. C'est le cas de beaucoup de parents face à des adolescents qui ont des difficultés à ralentir leur consommation d'alcool. On en parlera tout à l'heure parce que nous vous donnerons quelques conseils pour essayer d'améliorer la situation. Mais tout de suite, je reçois Maya Alom, la fondatrice de Santara Holistique, pour parler des super aliments. Bonjour Maya. Bonjour. Alors Maya, vous êtes d'origine basque et le bien-être, l'amour de la nature guide, je dirais, chacune de vos actions. Vous avez beaucoup voyagé en plus, vous avez embrassé différentes cultures que vous mettez à la disposition de toutes les personnes que vous croisez. Et donc vous n'êtes pas étrangère à cet engouement que nous connaissons aujourd'hui avec les super aliments. Alors Maya, je voulais vous poser une question en 2 minutes. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qu'est un super aliment ? Tout à fait. Alors en 2 mots, les super aliments, ce sont des aliments très nutritifs, c'est-à-dire qu'ils sont bénéfiques, ils sont riches en vitamines, minéraux, antioxydants et composés de bénéfices riches pour la santé. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces aliments qui nous boostent ? Eh bien, de la nutrition, ils contiennent une grande quantité de nutriments essentiels. Et puis, on peut les retrouver dans des baies, des graines de lin, légumes verts. Tous ces aliments qui nous apportent beaucoup d'énergie. Alors, parmi ces super aliments, il y en a un qui est très intéressant, cette rentrée. Il y a un véritable engouement parce que ça donne de l'énergie, parce que ça stimule le système immunitaire. C'est le matcha. Alors, d'où ça vient, le matcha ?
Alors absolument, le matcha il nous apporte une grande sérénité. Alors il vient du Japon. Alors c'est un thé vert de très haute qualité. Alors contrairement au thé vert classique que l'on trouve dans le commerce, Oui. où nous infusons les feuilles, eh bien le matcha on utilise absolument toute la feuille qui est séchée puis réduite en fine poudre. Donc c'est la poudre de matcha. Donc c'est il ce vient thé, essentiellement du Japon. Et c'est ce thé, effectivement, de matcha qui est utilisé pour la fameuse cérémonie du thé au Japon, c'est ça? Tout à fait. Alors, pour la petite histoire, le matcha est introduit au Japon par des moines bouddhistes qui appréciaient ses propriétés stimulantes pour les longues méditations. Donc, c'est une cérémonie traditionnelle que l'on retrouve dans tout le Japon et qui est devenue vraiment un incontournable car elle symbolise l'harmonie et la simplicité du geste. Mais alors, vous, par exemple, vous l'utilisez comment, le matcha? Parce que le matcha, il y en a partout, il y en a même dans la pâtisserie maintenant. Oui, tout à fait. On peut l'utiliser aussi en culinaire. Donc, il y a plusieurs méthodes. On peut préparer le matcha en l'intégrant à de nombreuses recettes culinaires, comme vous l'avez dit, mais aussi, eh bien, tout simplement, les boissons traditionnelles, chaudes ou froides. Alors, il suffit de mettre la poudre dans de l'eau et fouetter. Alors par contre, il faut avoir le fouet qui s'appelle un shazen pour pouvoir fouetter le matcha pour obtenir cette mousse et cette substance verte très onctueuse. Il n'y a pas de contre-indication sur la consommation du matcha? Non, pas du tout, c'est sûr. La seule chose, c'est que comme il donne beaucoup d'énergie, peut-être l'éviter en fin d'après-midi, en début de soirée. Et en début de soirée. Alors, il y a un autre super aliment que j'aimerais bien qu'on évoque ensemble, parce que j'en avais pas entendu parler, ce sont les champignons adaptogènes. Alors, ça veut dire quoi, ça? Oui, alors un champignon adaptogène, c'est un champignon qui possède une capacité unique, c'est-à-dire il aide notre corps à s'adapter au stress. En quelque sorte, il agit comme un régulateur naturel. Donc, il va aider notre organisme à mieux s'équilibrer, s'harmoniser. D'accord. Alors, il y a différents champignons adaptogènes. Quels sont les plus connus? Oui, alors les plus connus, vous avez le reishi, souvent appelé champignon de l'immortalité. Donc lui, il est réputé pour son effet anti-inflammatoire. Nous avons le cordyceps. Alors le cordyceps, lui, il est vraiment pour améliorer la performance, renforcer notre système immunitaire. Puis nous avons le chaga. Alors lui, il est très riche en antioxydants. Il protège notre immunité aussi. Mon préféré, c'est le lion's man. Donc lui, donc la crinière de lion. Donc lui, il est très intéressant au niveau du cerveau car il va favoriser la croissance de nos neurones. Donc très bien, pour la concentration. Et comment ça se prend, Maya? Ça se prend, ce sont des gélules qu'on prend à quel moment de la journée, à quelle quantité? Alors, nous avons à peu près toutes les sortes. Nous avons de la poudre en gélule, des capsules, des extraits aussi. On peut avoir des gouttes. Alors, c'est toujours bien de le prendre en matinée avec son petit déjeuner et en début de journée aussi pour favoriser les effets, les bénéfices que nous voulons. Alors, et s'il y a des personnes qui ont des traitements en parallèle, il n'y a pas de contre-indication? Alors non, il n'y a pas de contre-indication. C'est juste qu'il faut voir si vous avez déjà un traitement en cours, comme tout complément alimentaire. Demandez à votre médecin s'il n'y a pas justement... C'est pas d'interaction. D'interaction, tout à fait. Mais sinon, c'est très bien toléré. Les champignons sont parfaits pour favoriser tout ce qui est système immunitaire, fonction cognitive et aussi, surtout, s'adapter au stress. Il va nous aider à nous apaiser. Génial. Alors, le matcha et les champignons adaptogènes. Merci Maya Allôme, merci pour ces conseils de rentrée. Moi, je vais essayer les champignons adaptogènes, surtout le Lion's Mane, parce que moi, pour la mémoire, la concentration, ça me va très bien. Merci pour tous ces conseils. Avec à bientôt. Grand plaisir. À bientôt. Et tout de suite, La vie en mieux continue sur Sud Radio avec un sujet qui nous concerne tous. Si on a des jeunes à la maison, eh bien, c'est l'abus d'alcool en cours de soirée. On le sait, là, les week-ends vont favoriser des soirées entre copains. Donc, il va falloir contrôler tout ça et surtout contrôler les conséquences sur leur quotidien. Sud Radio, La vie en mieux. Bonjour Guylaine Bennec. Bonjour. Comment allez-vous?
Très bien, et vous, comment ça va? Ça va bien. Ravie de vous avoir. Alors, Guylaine, vous êtes consultante et formatrice en santé publique, auteure du livre Sa première cuite aux éditions Publish Room, ou Comment apprendre aux familles à parler d'alcool. C'est vrai que souvent, le premier constat des ados, quand ils consomment de l'alcool, c'est que ça les aide à se sentir mieux, se sentir plus léger, ça les désinhibe. Et c'est là que commence le piège, non ? Oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer cette dimension de plaisir, de désinhibition de l'alcool. Et c'est précisément tout à fait la raison pour laquelle les jeunes, mais les moins jeunes aussi d'ailleurs, boivent de l'alcool. Hein. Peut-être juste un petit rappel pour rappeler ce que c'est que l'alcool. Vous savez, dans toutes les boissons alcoolisées, que ce soit de la bière, du vin, de la vodka, il y a toujours de l'éthanol, c'est-à-dire de l'alcool pur. Et ce produit, cette molécule, c'est ce qu'on appelle un psychotrope, c'est-à-dire c'est un produit qui agit sur le cerveau, qui altère l'état de conscience. Et donc, ce que vous évoquez, le plaisir, le bien-être, la désinhibition, eh bien, c'est lié à cet effet psychotrope. Et ce qui est très important de savoir quand on est parent, c'est que le cerveau de nos adolescents, il est encore plus sensible que le nôtre, que celui des adultes, à ces effets plaisants de l'alcool. Mais le problème, c'est qu'il est aussi beaucoup plus vulnérable. Nos parents, à l'époque, le savaient peut-être pas, mais nous, aujourd'hui, les neurosciences nous l'expliquent. On sait que le cerveau de nos enfants, il poursuit sa maturation jusqu'à l'âge de 24 ou 25 ans. Et ça veut dire que jusqu'à... Oui, je il reste en fait... stricto sensu, du point de vue du cerveau, on reste un adolescent, c'est-à-dire un individu en cours de croissance jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Et c'est encore plus dangereux de boire de l'alcool. Et vous avez tout à fait raison d'utiliser le terme de piège, hein, parce que dans cette période de la vie qu'est l'adolescence, qui est souvent une période de plus grande fragilité, avec ce cerveau en maturation, les risques sont plus élevés. Bah oui, et puis c'est surtout qu'à partir du moment où il a une sensation de bien-être, qu'il développe un lien social particulier avec ses amis, il a du mal à imaginer qu'au bout du chemin, l'alcool va l'isoler, au contraire, et avoir des conséquences sur sa santé. Oui, c'est vrai. Alors moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent, notamment des parents de jeunes majeurs qui s'inquiètent des conséquences à long terme, qui s'inquiètent de voir que leur enfant sort régulièrement et enchaîne peut-être les excès d'alcool, d'où l'importance d'en parler, d'ouvrir le dialogue. L'idéal, c'est de commencer bien en amont, hein, même déjà dans l'enfance, on peut commencer à en parler, mais pas de panique. Hein. On peut toujours ouvrir le dialogue sur ce sujet à n'importe quel âge, de façon à vraiment s'assurer de la sécurité de son jeune. Mais alors, Guylaine, quels mots on peut utiliser, nous, parents, pour se faire entendre? Est-ce que vous avez 2-3 exemples? Oui, alors plus que les mots, je dirais, les mots sont importants, les informations que vous donnez sont importantes, mais il y a aussi toute une question de posture. Hein. C'est si vous voulez être entendu par votre jeune, déjà, ce qui va être important, c'est de commencer par l'écouter. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est bien, c'est de proposer de discuter, d'avoir un échange, c'est-à-dire que ce soit pas un monologue où le parent donne des informations, mais vraiment que ce soit un échange. Et parfois, le plus difficile dans ces situations, c'est de lancer la conversation. Donc, ce que je peux conseiller aux parents, c'est déjà de se préparer, de se dire je vais trouver une manière de lancer la conversation. Alors vous pouvez par exemple lui dire tiens, j'ai écouté une émission de radio, j'ai lu un article sur l'alcool chez les jeunes, j'aimerais bien avoir ton avis, est-ce qu'on peut en discuter? C'est important de trouver le bon moment pour le faire, un moment où votre jeune va être disponible et réceptif. Et la question de la posture, elle est importante parce que si vous donnez à votre jeune l'impression que vous allez lui faire une leçon morale et puis lui donner des injonctions, vous risquez effectivement de le braquer. Donc, ce sera plus intéressant de l'interroger sur comment se passent les soirées, ce qu'il observe. Peut-être l'interroger aussi sur ce qu'il observe et sur les consommations des autres jeunes, parce que peut-être que votre enfant sera plus à l'aise de parler des copains plutôt que de lui. Oui, c'est sûr. Oui, c'est ça. Hein. Et puis, il faut quand même le sensibiliser au débordement de comportement que l'alcool peut occasionner aussi, malheureusement. Oui, bien entendu, c'est très important et pour ça, c'est la première des choses à faire, peut-être, c'est déjà nous, en tant que parents, bien se renseigner, de bien savoir quels sont les risques, bien savoir, par exemple, ce qui est un coma éthylique, ce qui est un trou noir, les questions d'alcool au volant. C'est-à-dire que plus nous, en tant que parents, on sera bien au courant de ces questions, plus on va pouvoir en parler. Et l'idéal, je le dis dans mon livre, c'est pas de faire un grand discours et de transformer le salon en conférence d'alcoolologie. Ce qui va être efficace, c'est de parler régulièrement avec son jeune, famille. Oui, c'est ça. En rebondissant sur une actualité et en demandant toujours. C'est ça, parce que la perte de contrôle, c'est quand même le plus grand des dangers.
Oui, il y a ce risque à Au-delà court de la terme, santé, évidemment. Tout à fait. Il y a un ensemble de risques à court terme dont il est important de parler, mais toujours ce qui va être important, c'est de demander à son jeune ce qu'il observe, ce qu'il en pense. Notre but, en fait, de parents, c'est de l'accompagner dans sa réflexion. Absolument. Voilà, c'est ça. Alors, Avec l'année dernière, il y a eu une campagne publicitaire de sensibilisation au danger de l'alcool qui s'appelle « C'est la base ». Alors, c'est la base de respecter ses potes qui ne boivent pas, c'est la base de garder un œil sur ceux qui ont un peu trop bu, c'est la base de les raccompagner, bref. Est-ce que vous avez le sentiment que les pouvoirs publics en font assez sur ce sujet ? Non, très clairement, les pouvoirs publics n'en font pas assez. C'est pas moi qui le dis, c'est un constat que fait la Cour des comptes et bien d'autres instances. On sait qu'en France, les gouvernements successifs n'ont pas adopté les mesures de prévention qui auraient vraiment permis de baisser la consommation d'alcool des jeunes. On espère qu'on aura un jour un grand plan national de prévention. Je pense on est tous en l'attente. Cette campagne que vous évoquez, c'est sûr, elle a le mérite d'exister, mais elle ne devrait pas nous faire oublier que finalement, la question de l'alcool en France, c'est d'abord un problème qui concerne les adultes, qui concerne la société tout entière. Et on parle beaucoup des jeunes, mais je crois qu'on a tous un grand travail à faire dans un souci de débanalisation de la consommation et de protection de nos jeunes. Alors justement, avant de nous quitter, je voudrais qu'on prenne Mathieu Tullier, qui était avec nous il y a quelques mois. Il a 23 ans. Et nous l'avons reçu l'année dernière à l'occasion de la sortie de son documentaire Nouveau Souffle, destiné à l'intention de tous les jeunes pour les sensibiliser justement au danger de l'alcool. Bonjour Mathieu. Bonjour Catherine, comment vous allez ? Très bien, merci, je suis ravie de vous entendre. Alors comment va Nouveau Souffle ? Alors Nouveau Souffle aujourd'hui, on avait fait une avant-première, c'était pour ça que j'étais venu vous voir la dernière fois. Oui. Cette avant-première a très bien fonctionné, on a réussi à remplir une salle de 300 personnes en une semaine. Il y a eu vraiment un réel engouement autour du documentaire. Puis on a continué en faisant des conférences dans des écoles. D'ailleurs, on continue encore. Là. Je vais intervenir à la salle Passy-Buzinval ce vendredi. Donc le documentaire a beaucoup de succès. Ouais. Mais malheureusement, le documentaire n'est pas encore sorti puisque des instances internationales sont venues en fait toquer à notre porte pour pouvoir diffuser le documentaire à une plus large échelle, donc à l'international, puisque le documentaire a de la valeur. Et donc aujourd'hui, évidemment, tout ça s'accompagne d'une grosse phase de négociation. Et donc nous, on est dans cette phase actuellement. Mais je suis persuadée que vous allez y arriver. Exactement, on essaye de faire ça au mieux pour pouvoir le diffuser le plus rapidement et à une plus large audience. En tout cas, merci pour tout ce que vous faites pour sensibiliser ces jeunes, c'est important. Et merci Guylaine pour cet éclairage, pour ces conseils. Nous devons malheureusement nous quitter, mais je vais quand même rappeler votre livre, Sa première cuite, donc aux éditions Publish Room, et aussi Les ados et l'alcool, comprendre et agir aux presses de l'école des hautes études en santé publique. Merci à tous de nous vous avoir suivis. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et une bonne semaine à l'écoute de Sud Radio. On se retrouve dimanche prochain à midi avec de nouveaux rendez-vous. Et en attendant, n'hésitez pas à aller sur le podcast de l'émission La vie en mieux.